En 48 heures, l'exigence tombe. Céder 70% de l'or. Derrière l'ultimatum de 5,6 milliards, un paradoxe s'impose. Plus la pression se coordonne, plus la position nationale se raffermit et se structure. Que signifie ce basculement pour ceux qui observent d'Ibrahim Traoré refuser une manœuvre conçue pour plier un État entier? Si la crise semble d'abord comptable, elle devient un test de souveraineté matérielle capable de déplacer silencieusement l'équilibre régional. La promesse est claire: éclairer la mécanique cachée qui transforme une contrainte brutale en levier d'action durable. L'intérêt principal est de comprendre les leviers réels derrière une résistance étatique organisée. L'enjeu dépasse une querelle financière, car l'ultimatum agit comme un révélateur de fragilité systémique et de marge de manœuvre longtemps sous-estimée. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement le paiement ou la cession d'actifs, mais la capacité d'un État à réordonner ses priorités sous pression coordonnée. D'un côté, les acteurs extérieurs mobilisent des instruments classiques, dette, sanctions, conformité, pour forcer un ajustement rapide. De l'autre, l'appareil national doit décider s'il amortit le choc ou s'il reconfigure sa chaîne de décision, ses flux et ses alliances. La promesse du récit tient donc à une clarification. Montrer comment des choix opérés dans l'urgence peuvent produire des effets structurants, parfois irréversibles. L'enjeu est aussi temporel. Comprendre pourquoi certaines décisions, prises tôt, pèsent davantage que des concessions tardives. Enfin, cette lecture vise à armer l'observateur contre les simplifications, en distinguant le spectaculaire du décisif. La première fissure apparaît à l'aube, horodatée 06h30. Un télégramme classé confidentiel expose un ultimatum sans marge. Céder 70% des réserves d'or ou régler immédiatement 5,6 milliards. Presque simultanément, une information interne change la donne. La confirmation d'un gisement aurifère significatif, absent des radars extérieurs. En quelques heures, l'équation bascule. Ce double choc recompose le cadre d'analyse. L'ultimatum est pensé comme une contrainte mécanique, destinée à enclencher concessions et ajustements financiers rapides. Or, la découverte validée en amont ouvre un espace stratégique inattendu. Elle transforme une pression comptable en problème de contrôle de ressources. À ce point précis, Ibrahim Traoré opte pour une lecture structurelle, refusant d'entrer dans la séquence attendue. La réponse ne sera ni dilatoire ni défensive. Elle sera organisationnelle. Le contexte régional accentue cette inflexion. Les signaux convergent, agitation des marchés, échanges diplomatiques plus denses et confirmation en coulisses que l'exigence s'inscrit dans une stratégie plus large visant les États du Sahel. La pression est coordonnée, mais elle révèle aussi une dépendance ancienne. Accès au sol, circuit d'exploitation, arbitrage extérieur. C'est ce faisceau, plus que le chiffre brut, qui devient déterminant. La réaction s'enclenche par la méthode. Une réunion d'urgence associe décideurs politiques, hauts gradés, techniciens, miniers et financiers. L'objectif n'est pas l'annonce, mais l'alignement. Les premières décisions privilégient la sécurisation des sites et la clarification des flux afin de réduire l'incertitude opérationnelle. Ce choix initial pèse lourd. Il privilégie la cohérence interne plutôt que la négociation asymétrique. Dans ce cadre resserré, la crise cesse d'être un événement isolé. Elle devient un révélateur de capacités latentes, organisées sous contrainte, prioriser sans concession symbolique et convertir une menace en catalyseur. Le récit officiel se fissure là où l'on attendait une mécanique prévisible. La suite se joue désormais sur la maîtrise des paramètres, pas sur l'acceptation des termes. La riposte s'incarne rapidement dans une méthode, plus que dans un discours. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un chef d'orchestre discret, privilégiant l'assemblage des compétences à la démonstration d'autorité. Autour de lui, un noyau resserré se forme. Responsables sécuritaires,
ingénieur minier, économiste public. Cette configuration tranche avec les réponses attendues, souvent cantonnées à la communication ou à la recherche d'un compromis immédiat. Sur le terrain, les premiers effets se sont mesurables par leur sobriété. Des unités spécialisées sont redéployées vers les zones aurifères clés, non pour escalader, mais pour verrouiller l'accès et prévenir toute interférence. Dans les sites miniers, les témoignages convergent. L'incertitude initiale se mue en discipline opérationnelle. Les travailleurs constatent une chaîne de commandement plus lisible, des consignes unifiées et une priorité donnée à la continuité des activités essentielles. Un second impact, moins visible, se joue dans l'administration. Les équipes financières procèdent à une cartographie accélérée des dépendances externes, identifiant les points de vulnérabilité face à d'éventuelles sanctions. Cette clarification interne réduit les angles morts et aligne les institutions sur un cap commun. Le gain n'est pas spectaculaire, mais il est décisif. Diminuer l'improvisation au moment où la pression augmente. 2 microcas illustrent cette phase. D'abord, la sécurisation d'un axe de transport critique empêche un blocage logistique anticipé. Ensuite, la mise à jour des procédures de contrôle des stocks améliore la traçabilité sans ralentir l'exploitation. Ces ajustements annoncent une transformation plus profonde. Avant l'ultimatum, la trajectoire semblait écrite. Après sa réception, tout change. La bascule s'opère lorsque la séquence attendue, pression, concession, ajustement financier, est explicitement écartée. Ibrahim Traoré fixe alors un cadre simple et non négociable. Aucune ressource stratégique ne sera cédée sous contrainte. Cette phrase courte réordonne le temps et l'action. Le déclenchement se fait en 3 mouvements nets. D'abord, l'ultimatum agit comme un signal d'alerte généralisé. Les canaux décisionnels s'ouvrent simultanément, sans attente de validation extérieure. Ensuite, la mobilisation intérieure s'enclenche. Sécurisation des sites, coordination interservices, activation des compétences techniques. Enfin, la rupture visible avec les circuits habituels de décision devient manifeste. La chaîne de commandement se resserre. Les arbitrages se font en heures plutôt qu'en semaines. La chronologie démarre le 12 août. Les opérations de sécurisation, initialement limitées aux mines principales, s'étendent rapidement aux routes de transport et aux zones de stockage. Les observateurs extérieurs interprètent ces mouvements comme défensifs. Côté burkinabé, ils répondent à une logique de mise à l'abri du capital minéral. Dans le même temps, un noyau d'ingénieurs, de géologues et de logisticiens entre en action pour préserver l'accès national aux gisements confirmés. Cette simultanéité donne le ton. La réponse est orchestrée, non improvisée. La montée en intensité survient dans les 48 heures. Des entreprises minières étrangères perdent l'accès physique à plusieurs sites clés remplacés par des unités nationales. Ce passage de relais crée une brèche dans le modèle d'exploitation externe du Sahel. Parallèlement, des équipements techniques livrés discrètement renforcent la capacité d'extraction et de surveillance. Les dispositifs de détection étrangers identifient alors des concentrations aurifères jusqu'alors non signalées, confirmant que l'information stratégique n'était pas partagée. La tension diplomatique s'accroît. Échanges confidentiels, durcissement des positions, menaces plus explicites. Sur le terrain, pourtant, l'avantage opérationnel s'étend. La rémanence s'installe une fois la phase d'impact passée. Les unités stabilisent leur présence. Les inspections publiques se multiplient pour vérifier les chaînes de contrôle. Les administrations financières recalculent les marges de manœuvre en anticipant des sanctions potentielles. Les signaux externes s'atténuent, tandis que les signaux internes se renforcent. Progressivement, l'État recompose son rapport aux ressources, non par l'annonce, mais par la pratique. Ce fil d'événements révèle une dynamique clé. La crise n'a pas produit un choc spectaculaire, mais une reconfiguration durable. En refusant la mécanique attendue, Ibrahim Traoré transforme une pression ciblée en levier organisationnel. La ligne est claire, rapide au départ, tendue au centre, structurante dans sa persistance.
Elle prépare le terrain pour comprendre comment une contrainte peut devenir un moteur de transformation, lorsque la séquence s'est maîtrisée de bout en bout. Au point de départ, le cadre est étroit et contraignant. Au point de départ, l'ultimatum impose une alternative binaire. Céder 70% des réserves d'or ou régler immédiatement 5,6 milliards. Cette structure enferme le pays dans une équation sans palier, où la négociation intermédiaire n'existe pas. La pression n'est pas graduelle, elle est conçue pour provoquer une capitulation rapide. À ce stade, la vulnérabilité est maximale, car les circuits d'exploitation, de transport et de valorisation dépendent largement d'acteurs extérieurs. Un premier écart apparaît avec le contrôle d'accès aux gisements. Avant la crise, la majorité des sites stratégiques étaient exploités par des sociétés étrangères, ce qui impliquait que l'essentiel des flux quittait le territoire dès l'extraction. Après la reconfiguration, les unités nationales assurent la maîtrise physique des zones clés. Le volume produit n'est pas publiquement modifié, mais la destination des flux change. Cette redistribution interne crée un effet mesurable sans augmenter les quantités. Une part croissante de la valeur brute alimente désormais un fonds national. Le gain n'est pas un surplus immédiat, mais une souveraineté économique accrue sur des ressources inchangées. Un deuxième écart concerne l'exposition financière externe. Le cadre initial reposait sur une dépendance forte aux infrastructures internationales pour la transformation et l'acheminement. Cette dépendance rendait toute sanction potentiellement paralysante. La transition s'opère lorsque des corridors alternatifs sont sécurisés et que la chaîne logistique est fragmentée en segments contrôlés localement. Là encore, aucun chiffre nouveau n'est avancé. L'indicateur pertinent est la réduction de l'incertitude. La probabilité de rupture diminue, ce qui stabilise la planification budgétaire. La valeur économique se lie dans la résilience, non dans une hausse comptable. Un troisième repère, plus discret, concerne la surveillance des zones aurifères. 3 occurrences signalées par des sources régionales montrent des mouvements détectés par imagerie satellitaire étrangère. Interprétés comme irréguliers à l'extérieur, ces mouvements correspondent en interne à une réorganisation des périmètres de contrôle. Le cadre initial exposait des zones vulnérables à l'ingérence. La ECAR institue des périmètres surveillés, dotés d'équipements techniques renforçant la sécurité sans escalade militaire. Le risque n'est pas supprimé, il est redistribué de manière plus favorable. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un changement de nature. Les chiffres initiaux, 70% et 5,6 milliards, mesurent la contrainte. Les écarts mesurent la capacité d'absorption. La transformation ne réside pas dans une croissance visible, mais dans la modification des paramètres internes qui conditionnent l'action. Cette lecture éclaire la stratégie d'Ibrahim Traoré, déplacer le terrain de l'affrontement du quantitatif vers le structurel. Ainsi, l'évaluation chiffrée ne raconte pas une victoire arithmétique. Elle décrit un rééquilibrage. La crise a produit un effet inattendu. Renforcer la marge d'action sans changer les volumes, en redéfinissant la valeur stratégique des ressources et la manière de les gouverner. Le premier argument opposé s'impose par sa logique économique. Face à un ultimatum immédiat, combiné à une menace crédible de sanctions, interrompre les circuits d'exploitation habituels exposerait le pays à une contraction brutale de ses marges. Selon cette lecture, la réorganisation interne, menée dans l'urgence, accroîtrait l'isolement financier et réduirait la capacité de négociation. La solution jugée rationnelle consisterait à rechercher un compromis minimal, quitte à accepter une perte partielle, afin de préserver l'accès au marché et d'éviter une escalade coûteuse. Un second argument, d'ordre géopolitique, renforce cette critique. Les puissances impliquées disposent de leviers institutionnels et diplomatiques éprouvés. En s'opposant frontalement à une exigence coordonnée, l'État s'exposerait à un durcissement durable des relations, compromettant l'investissement, la coopération technique et la stabilité régionale. Dans cette perspective, une stratégie graduelle,
Consultation, contre-proposition, étalement auraient permis de gagner du temps et de limiter les frictions, tout en maintenant une apparence de conformité. La réponse à ces thèses commence par un constat factuel. L'ultimatum ne proposait aucun espace de négociation intermédiaire. Les termes étaient binaires, les délais compressés et les sanctions intégrées au dispositif. Dans ce cadre, la logique du compromis perd sa pertinence. Elle n'atténue pas la pression, puisqu'aucune concession partielle n'était prévue. Le risque de sanction existait indépendamment de la riposte. Il était inhérent à l'exigence initiale. Ensuite, l'analyse des effets observés nuance la crainte d'un isolement immédiat. La sécurisation des sites, la fragmentation des chaînes logistiques et la redirection des flux vers un fonds interne ont rétabli une capacité d'action nationale là où l'option du compromis n'en offrait plus. Cette reconfiguration ne supprime pas les coûts, mais elle modifie leur distribution dans le temps, rendant l'ajustement plus contrôlable. Enfin, replacer la stratégie dans son contexte montre qu'il s'agit moins d'une opposition idéologique que d'une lecture structurelle. En ancrant la réponse dans la matérialité des ressources, Ibrahim Traoré privilégie une résilience opérationnelle à court terme, condition nécessaire pour toute négociation ultérieure. La solidité de la démarche tient à cette inversion. Agir d'abord sur les paramètres internes, plutôt que d'attendre un espace de dialogue qui, selon les données disponibles, n'existait pas. À mi-parcours, l'attention extérieure reste fixée sur l'échange d'ultimatums. Mais l'équilibre réel se déplace ailleurs. Un élément, presque invisible depuis l'extérieur, reconfigure la crise. La maîtrise d'une information stratégique validée en interne, avant même que l'exigence ne soit formulée. Cette donnée, longtemps absente des lectures dominantes, agit comme un multiplicateur silencieux. Dans les jours qui suivent, des signaux faibles s'alignent. Des équipements techniques sont déployés sur des zones jusqu'alors considérées comme secondaires. Les images captées par des dispositifs étrangers montrent des mouvements, sans en saisir la finalité. L'écart entre ce qui est observé et ce qui est compris s'élargit. À ce moment précis, la crise cesse d'être un bras de fer financier pour devenir une bataille de connaissances. Ibrahim Traoré capitalise sur cette asymétrie informationnelle. La résistance ne repose plus uniquement sur le refus d'une contrainte, mais sur la capacité à contrôler le rythme et le périmètre des décisions. Le centre de gravité se déplace. Il n'est plus situé dans le pourcentage exigé ou le montant réclamé, mais dans la gouvernance des ressources et la synchronisation des actions. Ce point médian éclaire rétrospectivement les choix initiaux. Ce qui semblait être une réaction rapide apparaît désormais comme une séquence préparée où l'information structure la puissance d'agir. La suite de la trajectoire dépendra de la manière dont cet avantage immatériel sera converti en effet tangible. Les retombées de la crise ne se manifestent pas par un choc unique, mais par des ondes successives qui touchent des groupes distincts, chacun selon ses contraintes et ses leviers. Cette propagation différenciée permet de mesurer la portée réelle des décisions prises au sommet, au-delà du symbole. Du côté des nations voisines, les retombées se lisent ainsi. Dans l'espace sahélien, l'effet immédiat est perceptif avant d'être institutionnel. Les gouvernements du Mali, du Niger et de la Guinée observent la trajectoire burkinabé comme un test grandeur nature. La position d'Ibrahim Traoré introduit l'idée qu'une résistance coordonnée peut exister sans proclamation formelle. Les échanges se densifient sous forme de veillées partagées et de consultations discrètes. Cette circulation d'informations ne crée pas d'alliance déclarée, mais elle installe une prudence collective. Chaque capitale évalue comment un refus souverain peut infléchir des rapports de force réputés asymétriques. À l'intérieur du pays, les dynamiques nationales se manifestent de façon plus tangible. À l'intérieur du pays, les effets sont plus tangibles. Les administrations financières réorientent leurs priorités pour stabiliser les flux internes et alimenter un fonds national. Cette décision, technique en apparence, modifie la perception de la continuité étatique.
Dans les zones minières, les travailleurs constatent une cohérence accrue entre décisions politiques et pratiques opérationnelles. L'incertitude initiale cède la place à une discipline fonctionnelle, fondée sur la visibilité des objectifs. La légitimité de la démarche se construit moins par le discours que par la régularité des opérations. Pour les nœuds de dépendance historique, l'ajustement se fait sentir de manière plus rude. Les secteurs historiquement tributaires de circuits extérieurs, transport, transformation, valorisation, subissent un choc d'adaptation. La rupture avec le modèle antérieur oblige à explorer des partenariats alternatifs et à fragmenter les chaînes de valeur. Cette transition est coûteuse, mais elle réduit une vulnérabilité structurelle, la capacité d'un acteur externe à immobiliser l'ensemble du système par un seul point de pression. La contrainte devient ainsi un moteur de diversification, même si elle impose un apprentissage rapide. Quant aux corridors vitaux, ils concentrent l'essentiel de la pression stratégique. Enfin, les routes de transport, zones de stockage et périmètres miniers concentrent la pression stratégique. Leur sécurisation ne relève pas d'un geste symbolique, mais d'une nécessité opérationnelle. Le déploiement d'unités spécialisées et le renforcement de la surveillance transforment ces axes en une infrastructure critique. Cette stabilisation garantit la continuité de l'exploitation au moment où les tensions diplomatiques s'intensifient, créant un socle indispensable à l'autonomie économique. Pries. Ensemble, ces effets dessinent une recomposition profonde. La crise n'a pas seulement été absorbée, elle a redistribué l'architecture interne de pouvoir et de vulnérabilité. C'est dans cette redistribution, plus que dans l'affrontement visible, que se mesure la portée concrète des choix opérés. L'évolution des prochains mois peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts, chacun reposant sur des conditions observables, plutôt que sur des certitudes. Ces trajectoires permettent d'anticiper les effets systémiques sans figer l'analyse. Imaginons d'abord une stabilisation sous tension. Une stabilisation sous tension. Si l'intensité des pressions extérieures se maintient sans escalade majeure, la situation pourrait entrer dans une phase d'équilibre contraint. Les corridors sécurisés continueraient de fonctionner, tandis que les institutions financières consolideraient les mécanismes internes de redirection des flux. Dans ce cadre, l'action publique privilégierait la prévisibilité opérationnelle à l'expansion rapide. L'État absorberait la contrainte en renforçant ses routines, au prix d'une vigilance diplomatique constante et d'arbitrage budgétaire serré. La stabilité serait réelle, mais fragile. Imaginons ensuite une consolidation et une extension progressive. Une consolidation et une extension progressive. Si les coopérations africaines et les partenariats techniques alternatifs se densifient, une dynamique ascendante pourrait s'enclencher. La sécurisation durable des sites et la diversification logistique réduiraient progressivement les vulnérabilités héritées. Les revenus redirigés vers le fonds national serviraient alors de levier pour soutenir l'agriculture, la transformation locale et certaines infrastructures. Dans cette hypothèse, la trajectoire initiée par Ibrahim Traoré deviendrait un précédent fonctionnel, non un modèle exportable tel quel, mais une démonstration de faisabilité dans un environnement de contraintes élevées. Enfin, imaginons une escalade et des perturbations accrues. Une escalade et des perturbations accrues. Si les sanctions se durcissent et que plusieurs leviers diplomatiques s'activent simultanément, le système pourrait affronter des frictions plus sévères. Les chaînes d'approvisionnement seraient exposées à des ruptures ciblées et les circuits financiers à des redirections forcées. Cette configuration n'implique pas un effondrement automatique, mais elle introduit une fragmentation des capacités. La résilience dépendrait alors de la rapidité avec laquelle les ajustements déjà engagés pourraient être approfondis et synchronisés. Dans chacun de ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Raisonner en conditions plutôt qu'en prédiction. Si certaines variables évoluent,
Intensité des pressions, densité des alliances, maîtrise logistique, alors l'ensemble du système se réorganise. Cette lecture conditionnelle permet de suivre la trajectoire sans la réduire à un pari. Au-delà des institutions, la crise se réfracte dans la société selon des lignes de perception distinctes. 3 groupes, en particulier, traduisent les transformations en cours à partir de leurs propres repères, révélant la profondeur de l'ajustement. Chez les jeunes, l'épisode agit comme un révélateur structurel. La confrontation ne se lit pas seulement comme un bras de fer économique, mais comme une interrogation sur la maîtrise des leviers essentiels. Habituée à un environnement mondialisé, cette génération observe comment un État tente de redéfinir ses marges d'action face à une pression concentrée. L'intérêt ne relève pas d'une adhésion idéologique, mais d'un pragmatisme attentif. La capacité à transformer une contrainte en organisation devient un critère d'évaluation. Du côté des travailleurs, notamment dans l'extraction et la logistique, la perception est plus immédiate. La sécurisation des corridors et la redirection des flux donnent une visibilité nouvelle au rôle stratégique des activités locales. Sans promesse explicite, la cohérence accrue entre décision et opération nourrit un sentiment de continuité. Le travail quotidien est perçu comme une pièce d'un ensemble plus lisible, ce qui réduit l'angoisse liée à l'incertitude. La diaspora, enfin, réagit par un double mouvement. D'une part, un suivi plus attentif des choix gouvernementaux, d'autre part, une volonté de comprendre les implications internationales de la trajectoire engagée. Les interprétations extérieures se multipliant, l'enjeu devient la clarification, distinguer le commentaire de l'effet réel, le récit de la dynamique. À l'intersection de ces regards, une question commune émerge. Comment ajuster les attentes lorsque les événements révèlent ce que signifie concrètement protéger un levier économique vital? Cette interrogation, partagée sans être formulée collectivement, témoigne d'une résonance sociale qui dépasse l'instant et s'inscrit dans le temps long. La consolidation d'une trajectoire autonome requiert une séquence d'actions ordonnées, chacune définie par un objectif clair et un critère de suivi. L'approche impulsée par Ibrahim Traoré vise à éviter l'écueil d'une riposte ponctuelle, en ancrant la réponse dans des mécanismes durables. Pour commencer, il s'agit de sécuriser les infrastructures critiques. L'objectif est de rendre prévisibles les flux miniers, malgré la pression. Cela implique la formalisation d'un dispositif permanent autour des sites, des routes et des zones de stockage. L'indicateur de progrès réside dans la continuité opérationnelle, mesurée par la réduction des interruptions et des incidents logistiques. Ensuite, il s'agit de diversifier la chaîne de transformation. Réduire la dépendance aux circuits extérieurs suppose d'installer des capacités locales et d'ouvrir des partenariats techniques non conditionnels. Le suivi s'effectue par la part croissante des minerais traités sur le territoire, signal d'un cycle économique plus complet et mieux maîtrisé. Puis, il s'agit de structurer un mécanisme financier interne. Les revenus redirigés vers un fonds national doivent être gérés avec une traçabilité renforcée. L'enjeu n'est pas seulement budgétaire, mais stratégique. Financer l'agriculture, l'industrie de transformation et les infrastructures de base. L'indicateur clé devient la proportion du budget soutenu par ses ressources internes. Enfin, il s'agit de consolider les alliances régionales. La résilience collective se construit par la coordination. Fréquence des échanges, synchronisation des actions techniques et logistiques, partage d'informations. Ces éléments mesurent la solidité du réseau régional. Cette feuille de route articule sécurité, production, finance et coopération. Elle transforme une crise initiale en architecture d'action, où chaque levier renforce les autres et stabilise la trajectoire dans le temps. En revenant au point de départ, un motif s'impose avec plus de netteté qu'au moment du choc initial. La manière dont une contrainte brutale a servi de révélateur plutôt que de verrou. Ce fil, discret mais constant, relie les premières heures de tension aux recompositions observées ensuite. Ce n'est pas l'ultimatum en lui-même qui structure la mémoire de l'épisode, mais la capacité à transformer une pression en cohérence d'action. Le rappel du personnage conducteur éclaire cette continuité.
Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme une figure isolée, mais comme l'élément d'articulation d'un ensemble plus large. Institutions, techniciens, acteurs de terrain. Le geste décisif n'a pas été un refus spectaculaire, mais une série de choix alignés, répétés, rendus lisibles dans le temps. Cette répétition construit une confiance silencieuse, plus durable que l'effet d'annonce. Le rappel émotionnel tient alors dans une image simple, celle d'un État qui, sous contrainte, choisit l'organisation plutôt que la dispersion. Cette image agit comme un point d'ancrage pour comprendre la suite. Elle renvoie à une idée forte, sans emphase excessive. La souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Dans cette perspective, la crise cesse d'être un épisode isolé. Elle devient un repère, un moment où la trajectoire se clarifie. Le fil conducteur, tendu depuis le début, se referme sans se rompre, laissant une question ouverte plutôt qu'une conclusion figée. Au terme de cette trajectoire, une évidence s'impose sans se refermer. Comprendre les dynamiques qui redessinent le rapport aux ressources exige un regard collectif, attentif aux mécanismes plus qu'aux slogans. L'épisode analysé ne fournit pas une réponse universelle, mais un cadre de lecture pour interroger ce que signifie agir sous contrainte dans un système mondialisé. L'enjeu dépasse les frontières nationales. Il touche à la manière dont sociétés civiles, acteurs économiques et observateurs internationaux évaluent la cohérence entre décision et effet. En suivant cette dynamique, chacun peut affiner sa compréhension des leviers réels de l'autonomie économique, sans céder à la simplification ou à l'enthousiasme immédiat. La projection reste volontairement ouverte. Les prochains développements dépendront de choix encore en cours, de pressions susceptibles d'évoluer et d'alliances à consolider. Observer ces ajustements, les questionner et les comparer devient une responsabilité partagée. C'est dans cet espace d'échange que la lecture gagne en profondeur. Si cette analyse nourrit votre réflexion, la discussion peut se poursuivre. Confronter les interprétations, suivre les signaux faibles ou simplement rester attentif aux inflexions à venir. La valeur du débat réside moins dans la certitude que dans la qualité de l'attention portée au réel.